Ben voilà, il est 30. Jean-Christophe, si vous voulez commencer, j'ai juste euh, euh, vous vous confirmer en fait qu'on envoie bien les slides de présentation à la suite du webinaire. Donc ne vous inquiétez pas, vous les recevrez par mail. À vous, Jean-Christophe. Alors, merci en tout cas d'être présent. Merci à nos invités, donc Alain Gouet de la société Sémaphore Groupe Alpha et puis René Baronski. Je vais presque dire qu'on ne présente plus, hein, mais qui se présentera quand même, qui aujourd'hui est en charge de tout ce qui est certification entre autres, enfin il en dira un petit peu plus. Bon, c'était important de réunir deux acteurs du monde de la certification pour deux raisons. D'une part parce que ce Vademecum, évidemment, on l'attendait depuis de nombreux mois. Mais c'est surtout, on le verra, et peut-être pas dans sa globalité d'ailleurs, il impacte notre monde de la formation et plus particulièrement les acteurs qui sont membres des NOA et qui représentent la formation digitale et multimodale. Alors, bon, deux petits mots donc sur, alors non pas les intervenants que je laisserai se présenter en quelques mots, peut-être en démarrant. Euh, Juste deux mots sur le choix de ces deux interventions. On a voulu, à travers ces échanges, sachant que vous pourrez poser des questions dans le chat, mais peut-être si elles sont importantes, vous pouvez les poser au fur et à mesure, j'allais dire, mais on les abordera plutôt en fin de session. Mais on voulait aborder à la fois un acteur de l'accompagnement sur l'impact de l'élaboration que ce Vademecum et puis ces nouvelles réglementations peuvent avoir sur l'élaboration du dossier, son dépôt, et puis évidemment la manière dont il va se construire. Et puis un acteur j'allais dire, majeur de la certification, puisque c'est de nombreuses certifications autour, avec Scolae, il nous en dira un petit peu plus. Mais ce qu'on voulait, c'était un éclairage sur la gestion, le déploiement des certifications et puis tout ce que ça pouvait engager à travers ces dernières transformations. Voilà un petit peu le choix qui a été fait de Sémaphore et de Scolae. Pour démarrer, je vous laisse en deux mots vous présenter, puis je ferai une petite présentation quand même des NOAA en suivant. Alain, peut-être? Ok, bonjour à tous. Merci Jean-Christophe pour l'invitation. Donc, je suis consultant du cabinet Sémaphore, alors issu du cabinet Lafayette Associés. Donc, Sémaphore et le groupe Alpha accompagnent les entreprises et un ensemble d'acteurs du paritarisme sur les questions notamment autour du travail. Et donc, il était logique que finalement nous apportions notre pierre à cet édifice sur la question des compétences et notamment des certifications. Donc, on accompagne tout type d'acteurs du développement des compétences, justement, dans la réflexion sur le développement des activités liées à la formation et à leur valorisation à travers donc la certification. Et donc, on a un certain nombre, justement, de retours d'expérience à faire autour de l'application, notamment du nouveau Vademecum. René Bargonski. Et bonjour à tous, merci pour l'invitation. Et tu as raison de rappeler, Jean-Christophe, que le groupe Scolae est aujourd'hui un des plus gros organismes de formation privés en France et un des plus gros certificateurs aussi. Je crois qu'on va être dans le top 4 ou 5 là, des certificateurs, 52 certifications inscrites au RNCP. Et je vous expliquerai un peu tout à l'heure comment fonctionne le système, mais le Vademecum était très, très attendu et je pense qu'on aurait même aimé le recevoir un peu plus tôt, mais je sais toutes les contraintes qu'il pouvait avoir sur ce type d'exercice. En tout cas, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il existe et ça nous permet en fait de mettre en place ce que sont nos missions, la régulation et le contrôle à destination en fait de nos partenaires,
Mais derrière tout ça, ça nous demande aussi une énorme adaptation en fait, à un système qui est de plus en plus complexe et chronophage au niveau administratif. On y reviendra tout à l'heure. Merci pour cette présentation. Alors, deux mots avant de laisser la parole à Alain sur cette première partie. Enoa, vous connaissez, hein, c'est anciennement FOD, hein, donc on a fêté l'année dernière nos 20 ans. On est de plus en plus évidemment associé aux réflexions liées au développement et aux dispositifs de formation, puisqu'on est l'endroit où on réunit, et vous l'avez là autour de nos quelques sponsors, mais autour de nos membres, à la fois les acteurs des dispositifs de formation, hein, CFA, organismes de formation, grandes écoles, et évidemment tous les types de niveaux, que les acteurs du financement, que les acteurs du conseil et que les éditeurs. Donc on est vraiment j'allais dire, au carrefour de la formation multimodale et digitale, mais pas simplement sur le faire, mais également sur l'intégralité de sa mise en œuvre et de son déploiement. C'est une association qui a pour vocation de produire, hein, au-delà de ces webinaires, évidemment, de nombreuses productions très pratiques, hein, dont vous pouvez avoir la synthèse des publications, et si vous êtes membre, bien évidemment, l'accès à l'intégralité de ces supports, avec alors lui, il est public, hein, quelques livrables qui ont été publiés en début d'année, que je vous suggère non seulement de télécharger, mais de diffuser, notamment la formation multimodale en pratique, qui est un premier essai qui va sûrement amener à faire une deuxième version avec d'autres types de profils. Bon, Calliope, la formation multimodale, hein, qui a été intégralement mis à jour fin d'année dernière, hein, donc avec des partenaires comme Ilters, par exemple, et qui font partie aussi de l'association et du bureau, évaluer à l'ère de l'intelligence artificielle, voilà, et puis etc. Et je cite également l'évaluation à distance, hein, parce que c'est un des sujets notamment du Vademecum, hein, qui a été notamment, on va dire, non pas élaboré avec, mais en tout cas sous les conseils de France Compétences, hein. Donc, on a essayé vraiment d'être dans la conformité. Voilà quelques éléments sur nos travaux. Et je passe la parole donc à Alain, oui, de Sémaphore. Avec le Alain? micro, c'est mieux. Ouais, j'avais pas le micro. Alors, merci Jean-Christophe de donc me passer la parole. Donc, l'idée, c'est de décortiquer quelques-uns des éléments de ce Vademecum, notamment pour en identifier les impacts. On se base notamment, nous, sur les quelques instructions qu'on a pu avoir depuis le début d'année, hein. Donc, on a pas mal de recul avec près d'une centaine de certifications enregistrées, en tout cas accompagnées chaque année et enregistrées. Certaines donc en ce début d'année qui ont été déposées après, on va dire déjà la mise à jour du SI de France Compétences pour prendre en compte donc les impacts du décret du 6 juin 2025, dont on va dire le Vademecum a permis également de traduire, on va dire, les attendus, avec, on va le voir, de nouveaux attendus formels, que ce soit sur le document complémentaire qu'on avait au RNCP, qui existe également donc au RS, qui vient un peu cadrer notre propos d'opportunité et notre présentation de tous les éléments attendus dans la démarche d'instruction, à travers le fichier Excel également. Et donc, à la suite, en effet, de ce décret, le Vademecum permet on va dire, de donner une lecture assez exhaustive de tous les attendus, d'apporter des précisions méthodologiques sur l'attendu, sans donner forcément toujours beaucoup d'illustrations,
Mais il est possible évidemment de consulter ensuite un certain nombre à travers les fiches RNCP et RS qui existent, notamment les référentiels qui sont téléchargeables. Et donc, ce qu'on constate, donc, c'est en tout cas une facilité de lecture par rapport aux fiches pratiques qui nous sont proposées, et puis un rapprochement d'exigences, on va dire, et d'approche entre le RNCP et le RS, notamment à travers les trames qui existent, donc au niveau Word pour le document complémentaire et Excel pour le suivi des flux de candidats adossés à nos certifications. Donc, pour la slide suivante, je vous propose de commencer sur ce qui est le point central hein, de l'ingénierie de certification, le référentiel qui est lui public. Le vademecum permet de rappeler, on va dire, la méthodologie, c'est-à-dire sa vocation, hein, puisque on distingue bien l'ingénierie de la formation et celle de la certification. Donc, ça nous rappelle bien le travail attendu sur un référentiel, les méthodes, on va dire, de rédaction qui sont très spécifiques. Et puis qui nous permettent de voir un peu également une chronologie dans justement le fait de s'appuyer sur une analyse fine des situations de travail, de décrire des activités, des compétences, comment structurer des blocs, jusqu'à comment on va intituler notre certification. Donc beaucoup euh, d'indications qui permettent de nous guider. J'insisterai peut-être en lien justement avec le décret du 6 juin sur les nouveautés, puisque le critère portant sur la qualité du référentiel a été lui-même amendé avec l'intégration, donc, je cite, la prise en compte dans les référentiels des effets de la transition écologique, de la transition numérique, des principes de prévention en matière de santé et sécurité, puis également la partie handicap, accessibilité, inclusion qu'on avait depuis un décret de 2021. Donc ici, c'est intéressant parce que ça nous amène dans notre approche quand on décrit les tendances et évolutions du marché, les besoins du marché qui vont venir justifier la mise en place de notre projet et de la certification, que on doit faire un focus particulier au-delà d'éléments techniques hein, sur les savoir-faire liés aux spécificités des compétences visées, qu'on doit prendre en compte des sujets qui peuvent être vus un peu de manière transversale, donc qui sont ces transitions-là. Ce qui ne nécessite pas forcément l'établissement de compétences, de nouvelles compétences dans un référentiel à part entière. Tout ça dépendra finalement du degré, de l'impact qu'on identifie. Donc, on procède en deux temps. Déjà, identifier les impacts, en quoi ça vient finalement bousculer un peu la mobilisation des compétences, qui nous permet d'identifier si on doit établir une nouvelle compétence ou venir plutôt ajouter des moyens dans la rédaction des compétences quand on dit en faisant ceci, en faisant cela, ce qui sera également décliné dans les critères d'évaluation. Donc, finalement, en y réfléchissant, on y voit beaucoup d'impact sur tous ces sujets-là qui, en effet, nécessitent dans la rédaction, que ce soit lors de la création d'une certification ou de son renouvellement, de venir se positionner, en tout cas, et de justifier si oui ou non nous avons des impacts. Je sais que parfois il y a un peu de méprise, il ne s'agit pas de parler de la formation des stagiaires, mais bien des effets sur la mobilisation des compétences pour les personnes une fois qu'elles ont obtenu la certification, lorsqu'elles utilisent les compétences en situation professionnelle. Donc, voilà plusieurs impacts à ce titre qui sont décrits dans le vademecum et qui sont appliqués donc à la fois dans la partie opportunité et analyse du besoin qui viennent de manière sourcée, venir dire si oui ou non et de quelle manière on est impacté, et ensuite dans le référentiel. Pour poursuivre sur le référentiel, donc on a une partie en effet sur les compétences, une autre partie sur l'évaluation. Le vademecum rappelle
on va dire, ce cadre-là en amenant à bien distinguer d'une part les évaluations formatives qui ne font pas partie de la certification, mais plutôt du dispositif de formation qui permettent, on va dire, la vérification des acquis, la progression pédagogique, et donc qui nous amène à bien distinguer des évaluations qui ont des caractéristiques particulières, notamment qui sont plutôt à la fin de la formation, avec des modalités d'organisation particulières qui sont distinctes du contrôle continu, et donc qui doivent pouvoir permettre aux évaluateurs d'observer au plus proche de la situation professionnelle la maîtrise, en fait, le degré de maîtrise des compétences. Donc, la mise en situation est évidemment le type d'évaluation qui s'en rapproche le plus. Tout ça est décrit. Je voudrais insister peut-être justement sur les critères d'évaluation. On le voit dans l'ingénierie, c'est quand même depuis quelques mois, on va dire, quelque chose sur lesquels les attendus sont, on va dire, renforcés en termes de rédaction, non pas seulement se contenter d'un attendu global quand on observe la maîtrise de la compétence, mais pour favoriser l'égalité de pratique. Euh, L'égalité de traitement des candidats et puis permettre également à tous les évaluateurs d'avoir les mêmes attendus de manière précise. En effet, on va essayer de rentrer vraiment dans le grain du critère vraiment observable et mesurable. Et donc, en cela, les critères d'évaluation doivent être très précis. J'insisterai à la lecture peut-être également du Vademecum sur les attendus en termes d'évaluation, alors qu'ils sont euh, pas forcément des attendus formels du référentiel, mais dans la partie règlement de certification qui est adossée sur justement cette organisation-là. Comme on le disait, le but d'une évaluation certificative est de donner des garanties procédurales, donc en termes notamment euh, de composition de jury, hein. On distingue bien un jury d'évaluation qui, lui, va noter, qui va observer et évaluer à l'aide de la grille qui lui est proposée. Et on le distingue du jury de certification qui, à la fin, va justement observer sur la base donc, des modalités de validation si, oui ou non, la certification peut être délivrée. Évidemment, ces jurys peuvent être les mêmes, composés des mêmes personnes, mais dans tous les cas, on insiste bien sur les caractéristiques qui sont à rassembler, notamment la collégialité, c'est-à-dire plusieurs personnes, l'indépendance, c'est-à-dire une majorité de personnes externes au certificateur, et l'impartialité également, du fait qu'on évite tout lien non seulement personnel ou professionnel avec le candidat, mais également de formation. Donc, on évite on proscrit même en tout cas le fait qu'un intervenant puisse à la fois former et évaluer dans le cadre de la certification. Donc, c'est des fiches voilà, qui permettent de rappeler tous ces éléments-là, et qui nous amènent en fait à être vraiment toujours plus précis sur l'organisation et sur le déploiement en fait de la certification, de l'organisation à la délivrance du parchemin. Voilà pour l'évaluation. Un petit mot supplémentaire, focus peut-être, vu que la formation multimodale ici nous intéresse. On sait que, on va le voir maintenant, France Compétences s'intéresse davantage à l'articulation justement entre formation et certification. Avant d'y venir, sur l'évaluation, on a déjà vu des enregistrements basés sur certaines formes, en effet, un distanciel d'évaluation. Tout dépend évidemment du type d'évaluation, de l'attendu et des garanties que on peut donner toujours en termes de procédure. On sait que certaines parties automatisées, on voit au RS, parfois peuvent finalement justifier qu'on n'utilise pas de jury, mais qu'un outil puisse apporter toutes les garanties. Donc tout ça dépend évidemment du type d'évaluation, puisque dès lors qu'on a un certain nombre de dimensions orales ou de gestes, voilà, de savoir-faire, c'est toujours plus difficile.
À noter quand même qu'il y a des premiers référentiels, notamment qui évaluent de l'interaction orale basée sur de l'IA qui ont été acceptés, hein. On le voit notamment en langue avec les certifications LILAT qui ont obtenu 5 ans, justement avec une évaluation qui repose uniquement sur une interaction avec une intelligence artificielle. Donc tout ça nous amène à dire que c'est pas finalement la question du distanciel ou de l'automatisation qui est la question, mais plutôt la fiabilité de ce dispositif et toutes les garanties qu'on peut apporter à France Compétences, notamment en matière de déjà vérification de l'identité du candidat, ensuite de vérification du bon déroulement de l'évaluation, notamment quand il y a un règlement qui impose par exemple de n'avoir aucune aide externe autour ou à côté, c'est-à-dire démontrer qu'on a un outil qui permet de contrôler durant le temps de l'évaluation l'utilisation de l'outil et donc du non-recours à d'autres pages ou d'autres ressources. Donc ça, c'est des choses qui sont impérativement à démontrer pour pouvoir, encore une fois, assurer une égalité de traitement des candidats et un bon déroulement de l'évaluation pour être voilà, certain d'évaluer au mieux l'acquisition des compétences visées. Voilà pour ce focus distanciel. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à travers la conversation, on y répondra à la fin du webinaire. Donc, le vademecum et on va dire le décret du 6 juin ont amené à la mise en place en effet de nouvelles formalisations. J'insisterai peut-être sur les niveaux fichiers Excel notamment qui sont à disposition. Donc pour le RNCP d'une part, qui existait déjà, mais dans lesquels on est amené à mieux suivre les flux donc des personnes formées et évaluées pour pouvoir mettre en avant justement et analyser des taux d'abandon, de non-présentation à l'examen, d'échec à la certification, donc ce qui permet voilà justement d'écrire au mieux ces flux. Et également donc en termes d'insertion professionnelle, donc, bon, pour le RNCP, hein, les impacts majeurs, c'est la rémunération en moins, l'intégration d'indicateurs sur la quotité de temps de travail pour justement identifier là où mieux identifier ce qui est une activité principale ou non. À noter peut-être aussi les filtres qui existent par rapport justement à l'organisme préparateur, aux options, voire aux modalités pédagogiques, en effet, qui nous permettent, euh, et aux voies d'accès, donc qui nous permettent justement de mettre en avant, selon que ce soit de la formation initiale ou de l'apprentissage, du présentiel ou de l'hybride, qui nous permettent justement de venir analyser. Est-ce que cela a un impact derrière sur l'employabilité, hein, donc sur l'impact de la certification? Donc ça, c'est très intéressant à analyser et ce qui montre que justement, il n'y a pas de problème particulier avec un distanciel à ce niveau-là. À noter donc le suivi qui est très important, hein, qui est nouveau également pour le RS. Alors non pas sur l'insertion, mais en tout cas qui nous permet qui nous amène, certes de manière facultative, mais très intéressante, à identifier le profil précis de l'activité professionnelle de chaque personne qui est entrée en formation. On sait que pour le RS, je m'y arrête quelques instants, hein, on sait que justement la difficulté, c'est de faire le lien entre le public et la compétence complémentaire qu'on lui apporte. Et donc justement, le fait de venir analyser la réalité de l'emploi permet de confirmer ce qu'on a présenté comme besoin pour ce public-là et permet également d'en faire une analyse sur l'impact parce qu'on sait que les courriers ont certaines limites, on peut voilà, c'est quelques courriers, on peut y faire dire un peu parfois ce qu'on veut, entre guillemets. Donc, ça permet, à travers des données plus quantitatives ici, de venir donner une analyse d'impact un peu plus précise. Voilà. Voilà, le temps file, donc on va passer à la slide suivante sur l'articulation entre, en effet, formation-certification, qui est finalement peut-être le plus gros impact puisque c'est totalement nouveau. France Compétences nous disait jusque-là
de bien distinguer la formation d'une part avec la certification. On parlait surtout de métier sans vraiment parler du dispositif ou des dispositifs de formation eux-mêmes. On sait que France Compétences pouvait consulter les sites internet justement pour vérifier cela, mais sans qu'on soit amené à amener beaucoup d'éléments sur les contenus des dispositifs de formation. Donc maintenant, c'est le cas depuis octobre, avec donc la présentation des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement, ce qui nous amène finalement à pouvoir euh, euh, aider aussi le certificateur dans sa mission de contrôle quand il y a un réseau, puisque ça permet justement de lister le cadre en fait qui est attendu pour une formation qui doit mener à la certification. Le cadre pédagogique, donc quel type de formation, quelle durée, quelle que soit la voie d'accès finalement, mais donner un cadre sur le contenu qu'on doit y avoir en termes techniques, sur le matériel, les locaux, etc. Et en termes d'encadrement, sur justement les intervenants, le dispositif de suivi qu'on met. Et tout ça, donc déjà, constitue en quelque sorte, peut nous aider à constituer un cahier des charges pour suivre les partenaires et puis permet à France Compétences également de pouvoir apprécier l'adéquation entre le dispositif de formation, le ou les dispositifs de formation proposés et puis la certification. On le voit que les financeurs le font aussi et là, de manière du coup plus proactive, France Compétences apprécie ce point à travers donc un nouveau critère et donc des éléments donc à fournir. Ensuite, sur les habilitations, justement, des éléments. Alors, le décret, pour la première fois, précise ce que doit, à minima, contenir une convention de partenariat. On voit également dans le nouveau format du dossier qu'on est amené à décrire le bilan, justement, du déploiement et le cas échéant auprès de partenaires. Donc là, il y a une vraie responsabilité du certificateur en plusieurs temps. Déjà, l'habilitation, c'est-à-dire sur quels critères on décide d'habiliter. Ensuite, comment on gère, qui fait quoi, puisqu'on peut justement déléguer plus ou moins, évidemment, la formation, mais les évaluations. Voilà, tout ça nécessite justement de clarifier ce qu'on délègue. Et puis ensuite, le contrôle doit évidemment être restitué. Donc, d'une part, en termes de procédure, comment on contrôle, et puis ensuite, en termes de preuves, qu'est-ce qu'on a contrôlé, montrer qu'on l'a contrôlé, identifier les écarts qui ont été, le cas échéant, relevés, et montrer les décisions qui ont été prises pour la bonne maîtrise du réseau. On le voit notamment que ce soit sur la communication qui est faite à vérifier, on va dire, j'allais dire en temps réel, mais quelques indicateurs également sont très intéressants à suivre, notamment le taux de présentation à l'examen ou le taux de réussite, des choses qui permettent justement de s'assurer qu'un partenaire respecte bien le cadre de la certification. Et enfin, suivante. Enfin, à lire également parmi les fiches pratiques des éléments assez nouveaux qui découlent des décrets, justement, sur des décisions, au-delà de la décision défavorable que peut prendre compétence, d'écarter certains dossiers en cas de fausse déclaration. Notamment, on le voit à travers justement ce suivi des données très précis, en fait, par croisement de données, des données de la Caisse des dépôts par rapport à l'accrochage, du CPF, des financeurs par rapport à l'apprentissage et autres, que justement France Compétences peut finalement mieux apprécier la véracité des données qui sont soumises. Donc en cas de fausse déclaration, de reproduction littérale d'un référentiel existant, donc ça ils sont tous publics, donc en effet vigilance à ne pas reproduire un référentiel, ou également en cas de communication trompeuse, on parlait justement de la communication, que ce soit du certificateur ou des partenaires, sur justement la commercialisation d'un dispositif de formation qui doit être en tout point correspondant au cadre de la certification. Donc tout ça, en effet, nous alerte, notamment sur la véracité des promotions,
sur les informations de communication et puis avec un pouvoir de contrôle renforcé de la part de France Compétences. Donc tout ça est à lire également et à analyser dans le Vademecum. Voilà. Alors, il y a il y a une question, il y a deux questions sur, bon, qui sont un petit peu liées d'ailleurs, hein. C'est la notion de contrôle, notamment dans le cadre de formation à distance. Donc ça, c'est une première question. Et puis, bon, sachant que, alors il y a une des réponses, hein, qui était la solution de proctoring, hein. Il y a pas mal de solutions qui sont aujourd'hui acceptées par France Compétences, hein, d'ailleurs, hein. Donc ça, c'est possible. Et puis ensuite, quel type de preuves attend-on pour le contrôle des moyens techniques et pédagogiques, notamment le contrôle des partenaires et le contrôle des partenaires? Bah justement, alors pour l'ensemble de ces moyens-là, c'était un peu le point d'interrogation parce que France Compétences n'a pas donné de manière très exhaustive Ouais. ses attendus. On sait qu'on nous demande des annexes, mais sans préciser également lesquels. Il y a eu un webinaire dans lequel quelques exemples ont été donnés. Ouais. Nous, on l'a testé. Alors depuis octobre, cette procédure est en place. Maintenant, on a un retour d'expérience sans fournir toute la documentation qu'on a rassemblée pour un audit Calliope, hein. C'est pas le but de noyer de documents, mais de manière très précise. Justement, pour moi, l'idée, c'est déjà d'identifier précisément quels sont les moyens et ensuite de venir les illustrer. Donc, par exemple, sur des moyens pédagogiques, on vient présenter le cadre voilà, du dispositif de formation en termes d'horaire, de prix, de contenu, etc. Bah, en apportant un programme, un tableau croisé pour démontrer qu'on aborde bien toutes les compétences, ce genre de choses permet déjà à un premier niveau de donner ces garanties-là et puis de le faire pour chaque partenaire pour montrer euh, que chacun le respecte sur les moyens techniques. Bah, si on dit qu'on a tel type de locaux, bah, le montrer par soit un bail, soit des photos. Et en termes si on parle des intervenants, bon, bah, pouvoir les lister pour qu'on puisse vérifier qu'en effet, la règle, notamment sur le profil, a bien été respectée. Donc, je pense qu'il faut être pragmatique là-dessus et sélectionner la documentation existante qui permet justement à France Compétences de constater qu'en effet, ces preuves, alors moi, pour la question, faut-il les preuves des partenaires? Moi, j'ai déjà testé avec un enregistrement qui a été acté sans le fournir pour l'intégralité des partenaires dans un cas où notamment il y en avait de nombreux, mais avec un échantillon, oui, puisque quand on regarde notamment pour le RNCP, c'est la partie numéro 3, le point 3 du nouveau document, on nous indique bien que c'est pour le certificateur et les partenaires, donc tout organisme préparateur en effet. Merci. Et bien justement, ça va faire une bonne transition avec René Marganski et donc Scolae sur la mise en œuvre, le déploiement des certifications qu'ils peuvent avoir. Peut-être commencer par quelques mots pour le réseau. Oui, mais c'est important que vous ayez aussi une vision du réseau et comprendre un peu finalement l'impact que ça peut avoir sur une structure en fait qui est sur deux piliers. Un pilier qui est un pilier éducation, donc tout ce qui est enseignement supérieur privé avec 22 000 étudiants, 18 000 apprentis, et d'un autre côté, en fait, un autre pan qui est Scolae Formation. Et Scolae Formation, c'est toute la formation continue des adultes. Et donc, derrière tout ça, ce sont des utilisateurs de la certification ou des certifications. Donc, et qui est garant en fait de la bonne utilisation de ces certifications-là, c'est le certificateur. Et dans la mesure où Scolae a 52 certifications qui sont inscrites au RNCP, vous voyez qu'on a un portefeuille qui est un portefeuille conséquent. On a fait le choix, contrairement à d'autres, d'être totalement internalisé, puisque la direction là, que j'ai le plaisir d'animer, en fait, c'est à la fois les relations institutionnelles, c'est la qualité, donc tout ce qui est lié à Calliope, au DREDS, au rectorat et tout ce que vous voulez. Et si je cite ça, c'est pas pour rien, parce que quand on parlait sur les différents contrôles, il faut avoir à l'esprit que ce monde-là existe aussi et que ce monde-là aussi a ses propres critères.
et dans la partie en fait qui est donc accréditation, c'est le dépôt des dossiers au niveau de France Compétences, et la partie partenariat, c'est toute l'organisation qu'on a mis en place pour contrôler les partenaires. Scolae n'a pas attendu le dernier Vademecum pour mettre en place un système extrêmement structuré et efficace pour avoir un peu l'ensemble de ces éléments, des éléments déjà demandés. Moi, la première chose que je voudrais dire, donc là, vous avez un peu la partie scolaire et éducation, donc les différentes thématiques, notre répartition sur l'ensemble du territoire. Et donc, vous voyez que c'est quand même des thématiques et des thèmes très conséquents. Moi, la première chose, c'est que je voudrais d'abord remercier à la fois la direction là, de la certification de France Compétences avec son directeur Goulven Doumaguet, et puis la commission de France Compétences avec son président Joël Ruiz, parce que faire un travail comme celui-là à Vademecum, il était attendu depuis longtemps. Et non seulement il était attendu, mais on espérait y trouver un certain nombre de réponses. Et or, les réponses qu'on y trouve, c'est quand même aujourd'hui, c'est devenu à travers les différentes fiches un outil extrêmement pédagogique, souvent, des fois moins, parce que certaines fiches sont très généralistes, d'autres sont très prescriptives. Mais cet outil a le mérite d'exister, et en existant, en fait, il va nous permettre en fait de mieux aussi percevoir cet univers de la certification, parce que j'ai certains collaborateurs qui sont en ligne, ils vont dire que je vais encore répéter la même chose, mais la certification, à un moment donné, il faut quand même avoir à l'esprit que c'est un mot valise. Et que la certification professionnelle, en fait, elle est à la fois sous l'égide de l'État, à travers les diplômes de l'éducation nationale et les diplômes de l'enseignement supérieur, à travers les différents titres des différents ministères. Il y en a un premier paquet, et ce paquet-là, c'est un enregistrement qu'on appelle plus de droit, c'est sous l'égide de l'État, je crois maintenant, mais qui est inscrit au RNCP et qu'on peut les uns et les autres utiliser aussi dans le cadre du déploiement de nos campus. Et on a l'univers des partenaires sociaux avec les CQP, et on a l'univers en fait de la certification privée. Donc cet univers-là, il est global aujourd'hui. On voit bien aussi dans l'évolution de France Compétences, avec le rôle de France Compétences à destination des CPC, des commissions paritaires consultatives des différents ministères, qu'il y a une volonté d'harmonisation de l'ensemble de la chaîne, et que dans cette chaîne-là, il y a un objectif principal qui est le contrôle de l'utilisation des fonds publics, parce que c'est quand même des fonds publics qui permettent de réaliser toutes ces choses-là. Alors, le Vademecum et ses évolutions. Alors, c'est vrai qu'il y a un avant et un après 1er octobre 2025, puisque le 1er octobre, c'est la mise en œuvre du fameux décret, et y compris, on a été, nous, un peu surpris qu'on a déposé après le 1er octobre. Le SI, lui, il était prêt, alors qu'on n'avait pas forcément l'information du Vademecum sur tout ce qui était attendu. Et dans ce que je peux avoir eu comme information, il y a eu un véritable embouteillage avant le 1er octobre au niveau de la direction de la certification de France Compétences, avec des dossiers qui sont arrivés version ancienne. Aujourd'hui, on est tous dans l'attente des premiers résultats pour voir si ce qu'on a déposé les uns et les autres correspond effectivement aux attentes du Vademecum. On n'a pas encore, on a quelques bribes, mais on n'est pas complètement certain de la réalité. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, donc, outil de régulation et de contrôle indispensable. Deux, un travail administratif qui est de plus en plus chronophage. Je vais juste prendre la fiche 19. La fiche 19, en fait, qui nous demande de justifier en fait les moyens pédagogiques, techniques et d'accompagnement qu'on met en place. Donc, vous comprenez bien que quand on renouvelle une certification, que cette certification a été utilisée à la fois dans un réseau interne, vous avez vu la taille du réseau Scolae, mais aussi dans un réseau en fait de partenaires conséquents, il faut justifier de la preuve. Et quand on justifie effectivement de la preuve, ça nous demande en fait un travail conséquent, parce qu'il faut aller chercher les éléments, aller faire des photos dans les campus, aller lister les profs qui sont effectivement dans le cadre, qui sont attendus, etc. Donc c'est un travail qui est extrêmement chronophage, et je ne suis pas certain que ceux qui ont rédigé cette fiche 19 se sont rendus compte de tout ce que ça pouvait demander comme effort supplémentaire. On a, et Alain en a parlé, le fameux tableau Excel là, qui arrivait. Et le tableau Excel, en fait, il nous demande, en fait, là aussi,
d'être au plus près de la réalité, puisque c'est à la fois l'utilisation de la certification dans sa totalité, mais c'est aussi l'utilisation de la certification bloc par bloc dans des dispositifs qui sont des dispositifs qui peuvent être des dispositifs qui sont liés à l'apprentissage et des dispositifs qui sont liés à d'autres acteurs. Ça peut être du CPF, mais ça peut être de la reconversion, ça peut être des appels à projets de France Travail ou des appels à projets des conseils régionaux. Et on a aussi à devoir demain justifier de l'utilisation de ces certifications-là et des finalités. Donc vous voyez qu'on est dans des univers qui ont bougé et qui ont énormément bougé pour que la légitimité de réguler et de contrôler, elle est réelle, mais pour un certificateur, le travail de preuve est de plus en plus, j'ai failli dire coercitif et difficile à faire. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est structurée justement pour en fait être sur une chaîne globale, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va déterminer en fait nos actions? La première chose, c'est la date de fin de validité d'une certification quand elle est renouvelée. À partir du moment où on a la date, on sait qu'on commence 14 mois avant quasiment sur en fait des chargés d'enquête qui vont commencer à faire le travail de recherche de preuves et d'éléments qui vont nous permettre de justifier en fait les différents éléments à France Compétences. On a aussi un travail qui est un travail extrêmement important, c'est qu'à partir du moment où on fait le travail sur un nouveau dépôt de certification, j'ai des ingénieurs pédagogiques qui, dès que le dépôt du référentiel est fait à France Compétences, commencent à travailler sur un kit pédagogique. Et ce kit pédagogique, il contient en fait une note de cadrage et derrière la note de cadrage, des maquettes pédagogiques qui sont à destination des partenaires qui vont louer nos certifications. Parce que quel est l'objectif? C'est que dès l'instant où la certification est validée, on a une première réunion avec les partenaires de présentation de la nouvelle certification. Mais derrière cette présentation de la nouvelle certification, on a aussi des audits qui ont été prévus. Des audits de communication, des audits de première présentation, des audits, un audit initial, un audit final, un audit de communication, etc. Donc, on est dans les critères qui sont des critères de nos grilles, complètement en fait en phase avec les attentes de ce qui est écrit dans le Vademecum de France Compétences. Donc la justification effectivement de la preuve, il y avait des questions là tout à l'heure, c'est à un moment donné, nous, à travers les critères qui sont les nôtres, on va demander aux partenaires de justifier de la réalité de son utilisation. Dans la communication, dans ce qui est dans le Vademecum, on nous explique qu'il faut que le titre des formations corresponde au titre du RNCP qui a été retenu, pareil pour les blocs, etc. On se rend bien compte que là, aujourd'hui, on est dans un travail, et c'est le travail que font en fait les organismes qui sont loueurs des certifications de plus en plus, parce qu'ils se sont rendus compte que le temps où on rattachait une formation à une certification sans pour autant vérifier qu'on soit complètement en phase, ce temps-là est terminé. Aujourd'hui, ce que demande France Compétences, c'est que chacun justifie que la formation est effectivement en phase avec le référentiel tel qu'il a été validé. Et pour le certificateur qui est l'interface entre les organismes qui mettent en œuvre et France Compétences, et c'est pour ça qu'on a tous ces outils de contrôle, c'est quelque chose de fondamental pour qu'on puisse effectivement derrière avoir une réalité qui soit une réalité de preuve tangible, qui ne mette pas le dépôt ou le renouvellement de la certification en difficulté. Parce que c'est ça la réalité aussi, c'est qu'à un moment donné, le certificateur, il est garant. Et il est de plus en plus garant quand on regarde ce qui est demandé par France Compétences. Il est tellement garant que s'il ne fait pas le boulot qu'il fait, c'est sa certification qui est sortie. Et j'ai coutume de dire qu'une certification pour un certificateur est un patrimoine, mais au-delà du patrimoine, c'est aussi un actif financier. Et que l'actif financier ne doit pas primer sur le patrimoine, parce que le patrimoine, s'il existe, c'est parce qu'il a justifié qu'il répondait à des besoins économiques et qu'il avait en fait une réalité d'insertion dans l'emploi telle que c'est prévu et attendu. Donc tout ça, c'est quelque chose d'important. Rapidement sur deux choses qui me semblent pas être suffisamment précises dans le Vademecum, et notamment la partie validation des acquis de l'expérience. Vous savez que ça a énormément bougé sur la VAE entre ceux qui ont connu la VAE version en 2002 et la VAE aujourd'hui. On est dans des univers qui n'ont plus rien à voir. Donc ça a totalement bougé. Et entre-temps, il y a un acteur qui s'appelle France VAE là, qui a été créé. Et France VAE, c'est une plateforme où l'ensemble des certifications qui doivent être inscrites sur cette plateforme.
Là où ça commence à être un peu coton quand on regarde un peu dans le détail, c'est qu'on va nous demander, par exemple, des prérequis pour accéder à la VAE. Et quand on regarde les textes qui régissent la VAE aujourd'hui, a priori, des prérequis, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a même plus du tout. On est juste, à un moment donné, dans un dossier de... Comment ils appellent ça? Alors, c'est pas de recevabilité, j'ai encore oublié le nom, mais c'est pas grave. En fait, de faisabilité, pardon. C'est un dossier de faisabilité qui arrive et qui arrive dans la chaîne. Et donc, du coup, on demande aux certificateurs, à travers cette plateforme, de mettre en place un nouveau niveau de contrôle en fait, des parcours qui conduisent à la certification aussi. Donc, je pense que là, il y a un certain nombre de choses qui demandent à être précisées parce que dans ce qui est écrit dans le Vademecum sur la VAE, ça me laisse un peu, c'est pas complètement satisfaisant. La dernière chose que je voudrais aborder pour pas être trop long, c'est, je disais tout à l'heure qu'on est aujourd'hui avec les parties Scolae Éducation, Scolae Formation, on a des sollicitations sur l'utilisation de blocs uniques dans des cadres différents, à la fois par nos partenaires, par le groupe lui-même, mais aussi par des partenaires externes. Et on a de plus en plus de partenaires externes qui sollicitent exclusivement et uniquement l'utilisation d'un bloc, en sachant qu'un bloc qui fait partie d'un tout, mais que ce bloc-là, il a aussi des correspondances avec d'autres certifications qui vont permettre à l'individu de faire son propre puzzle pour pouvoir arriver au bout de son histoire. La question qui se pose, c'est que, par exemple, je vais donner un exemple concret, c'est que quand on dépose une certification, on dit il faut, je ne sais pas moi, 150 heures pour un niveau 6 ou 7 de situation en entreprise. Donc ça, on l'écrit. Maintenant, après, on n'a pas du tout décortiqué que pour chaque bloc, il fallait tant d'heures en entreprise, etc. On n'a pas décortiqué le truc par rapport à ça. Maintenant, derrière, c'est comment on fait pour une évaluation. Quand on a une évaluation uniquement par bloc, donc est-ce que pour être capable de justifier qu'il y a un temps d'entreprise, alors qu'on sait pertinemment que quand on est dans un cadre d'une reconversion ou d'un programme régional de formation, c'est quasiment mission impossible pour le mettre en place, ou ils demandent eux-mêmes des critères de stage en entreprise. Mais derrière, on a aujourd'hui ce travail en fait très spécifique de l'utilisation de blocs qui, à mon avis, va se développer fortement parce que chaque bloc, je le rappelle, certains l'ont oublié, que c'est une certification par elle-même puisque la certification, elle est opposable à vie et que derrière, il y a l'enjeu en fait du passeport compétences. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un système où le pas vu, pas pris n'existe plus. Pourquoi je dis ça? Puisque vous savez qu'il y a des plateformes, Deka, Agora, qu'il y a Insert Jeune qui rentre dans le truc et que tout ce qui sera aujourd'hui inscrit par nous dans le fameux fichier Excel de France Compétences pourra être vérifié à n'importe quel moment comme étant effectivement une réalité réelle et pas simplement une information qui aurait été donnée comme ça pour avancer. Donc, je répète, effectivement, ce Vanemecum est quelque chose d'extrêmement important. Il est, comment dire, dans son utilisation, ça demande de la lecture, de la relecture, etc. Et si on s'amuse à le lire, si on veut s'endormir rapidement le soir, si on n'a pas un objectif précis, je vous le conseille, ça va relativement vite. Mais par contre, chacune des fiches a le mérite d'exister, même si on peut par moment regretter que certaines sont trop précises et d'autres pas assez. Mais voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, mais vous voyez que quand on est aujourd'hui un certificateur important, en étant un certificateur important, ça demande en fait derrière quasiment une équipe, et c'est ce qu'on a nous au niveau de Scolae, complètement dédiée à l'ensemble de la chaîne, de la production, au contrôle et au dépôt là, de France Compétences dans des conditions demandées. Merci René et puis Alain. Il y a quelques questions qui ont été posées. Moi, j'en avais quand même une à poser à René. C'est notamment, alors s'il y avait une question sur aujourd'hui les partenaires tels que tu les as, enfin que le groupe les a, c'est pas simplement des partenaires internes, il y a aussi des partenaires externes. On est d'accord? Oui. Oui. Est-ce que, voilà, tu constates auprès de ces organismes externes cette capacité à pouvoir répondre à tous les audits
et est-ce que tous ces gens-là sont suffisamment aguerris? Parce qu'en effet, il y a quand même un avant et après, quoi, hein. Donc, quel est ton regard par rapport à ça? Est-ce que ça a demandé quelques changements d'organisation ou quelques rectifications de la part notamment des conventions, puisque tout ça, normalement, est régulé par les conventions qu'on signe au début. Mais cela dit, je suppose qu'il y en a certaines qui datent un peu. Alors tu as raison, c'est un vrai sujet et puis, on a nous effectivement, des partenaires. Pourquoi on parle de partenaires internes et externes? Parce que quand on a un groupe, on a différentes entités juridiques, on a différents certificateurs et donc pour la mise en œuvre, en l'ensemble du groupe des certifications, c'est des conventions de partenariat qui sont signées aussi et ces conventions de partenariat sont identiques aux conventions de partenariat qu'on fait avec les partenaires externes et avec les mêmes, exigences. On a retravaillé avec nos juristes et Arnaud Baraton, je crois, est en ligne, qui est notre responsable partenariat. On a retravaillé sur les conventions pour la mettre en phase avec les attentes du Vanemecum France Compétences. Mais ce que je dois dire, c'est qu'on avait déjà dans le groupe Scolae, j'ai parlé tout à l'heure en fait des différentes audits qu'on fait, nos partenaires, ils sont acculturés à nos exigences. Ils sont acculturés depuis quelques années. Et là, on perfectionne encore nos choses. Sur la communication, par exemple, on va chercher un peu plus loin. On va chercher justement que ce qu'ils proposent comme formation, ben, on retrouve les mêmes titres que ce qu'il y a dans les référentiels, toutes ces choses-là. On le vérifie de plus en plus. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous, on a la chance de ne pas être dans une logique de certification utilisée comme un moyen de monétarisation. Si vous voyez ce que je veux Mm. dire, en fait, on n'est pas à faire de la certification un développement commercial, Mm. ce qui peut exister, d'accord? Oui, On est, nous, en fait, tous les partenaires qu'on a, aujourd'hui, on doit avoir à peu près 250 partenariats, plus de 100 partenaires. Ces partenaires-là, c'est des partenaires qui viennent nous chercher, parce que nos certifications sont des certifications qui existent souvent depuis longtemps, qui ont pignon sur rue et qui apportent en fait une vraie insertion dans l'emploi. Et on a cette capacité aussi à faire le ménage. Quand je suis arrivé là, il y a 18 mois, là, on a viré un organisme qui utilisait une certification sur le marketing et la communication. Et à la sortie, on avait des esthéticiennes. Mais on a pu oui. aussi mais on a pu vérifier ça parce j'ai 3 chargés d'enquête qui, pour l'insertion professionnelle à 6 mois, vont faire les vérifications, vont appeler les gens et vont vraiment vérifier l'insertion. On a vraiment Mm. cette volonté en fait de totale transparence et de volonté on n'est pas dans un moyen de se faire de l'argent, on est dans une moyen Ouais. d'utiliser la certification comme un moyen utile tel qu'on l'a proposé à France Compétences. Merci René. Alors j'avais deux questions sur le chat là pour plutôt peut-être pour Alain. Première question qu'il a peut-être vue, faut-il faire le tableau de comparaison des certifications pour un métier réglementé qui n'autorise pas les blocs de compétences, hein, ça, je trouve ça intéressant. C'est, en gros, on a d'un côté l'intégralité de la certification et des compétences, et d'un autre côté des blocs, hein. Est-ce qu'il faut faire cette comparaison, hein, c'est sur Bah, à la c'est vrai fin? que Et j'ai une deuxième, j'en profite hein, comme ça. La deuxième, c'est une convention de partenariat est-elle indispensable avec une entité interne sur le même SIRET? Ou la justification du processus interne peut-il suffire? Ok, donc pour le tableau, alors c'est vrai que c'est très spécifique d'avoir un métier réglementé. Enfin, le cadre donné par France Compétences justement nécessite de comparer bloc à bloc. Donc dans la mesure où là il n'y aurait par exception pas de bloc, ça paraît compliqué. Et il y a également un critère qui porte sur justement le respect des obligations réglementaires qui peut servir justement à justifier si oui ou non on procède à cette comparaison. Donc, dans la mesure où peut-être que ce serait un métier réglementé qui ne permet pas la comparaison, à ce moment-là, l'expliquer. Pourquoi pas? Pour la convention de partenariat, justement, notamment les financeurs, justement, comparent
les SIRET pour vérifier automatiquement si il y a une habilitation. Donc là, si on est sur le même SIRET, théoriquement, c'est la même entité. Donc, c'est pas forcément la formalisation d'une convention de partenariat proprement dit qui est nécessaire, mais en effet, les garanties à travers le process interne que la certification sera bien respectée. C'est d'ailleurs pour ça que France Compétences apprécie qu'on explique un peu comment est gérée la certification, qui est le responsable de son déploiement pour justement garantir qu'à tous les niveaux, que ce soit dans différentes entités internes ou que ce soit dans différentes fonctions, de la commercialisation jusqu'à l'organisation des jurys, on veille bien à ce qu'il n'y ait pas d'écart et que le référentiel et la fiche RNCPRS soient à tout moment bien respectés. Voilà. Alain, si je peux donner un exemple sur les Ouais. conventions telles qu'on les fait par rapport quand il y a un SIRET. En fait, quand il y a un SIRET, dans la convention, il y a l'ensemble des établissements qui sont cités dans la convention pour bien couvrir l'ensemble du champ. Mhm. Bon, ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce Vadémécum. On arrive à la fin de notre. Alors, j'ai peut-être une réflexion de Michel Beaujard. Donc, on pourrait aussi considérer qu'un RNCP réglementé contient un bloc unique. Ouais, il faut donc le comparer avec celui qui est. Et qu'il faut donc comparer ce qui est déposé avec ce qui existe. Oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, je pense que Alain également, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plutôt du cas par cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter. Nous, on a travaillé. Enfin, moi, je me souviens avoir travaillé sur des métiers médicaux, notamment réglementés, sur lesquels il n'y avait pas forcément de comparaison possible. Mais c'est vrai que il a quand même fallu comparer certaines compétences. Donc, on l'avait mis également, quoi. Voilà, oui. Donc, je suis d'accord avec Michel. Voilà. Euh, on termine donc ce webinaire à l'heure. Hein. Merci à Alain, merci à René. Il y aura évidemment des fusions des éléments qui ont été présentés. Euh, je rappelle évidemment que vous pouvez aller télécharger, mais ça vous avez sûrement repéré le QR code. Hein. Mais je vous rappelle également notre journée du 11 juin, journée importante, hein, puisque c'est une journée de rencontre autour de l'IA, de ce contenu et puis de la qualité. Donc il y aura de beaux intervenants avec RH, avec un gros RH dont j'ai pas encore le nom, mais ça devrait se boucler dans la semaine. La présence d'Atlas, Gilles Babinet, qui nous fera une introduction comme il sait le faire, et puis quelques autres interventions. Et puis ça, ce sera le matin avec des tables rondes, et puis l'après-midi, des ateliers sélectionnés avec des vrais binômes sur la mise en œuvre, hein, puisque vous le savez que chez Enoa, on aime que tout ça serve et que vous puissiez mettre en œuvre, tel que j'espère vous avez pu le faire aujourd'hui, de manière concrète, ces transformations que l'on a de plus en plus régulièrement. Donc, je vous remercie encore de votre participation et puis j'espère qu'on pourra se retrouver très prochainement. Voilà. Merci à tous. Merci. Et Bonne journée.